Bonjour Christophe, merci d'être au micro de la Radio des Ours. Bonjour et merci de votre invitation. Alors Christophe Goumand, il est historien et archéologue. Il s'est intéressé à un sujet précis et particulier à Faenhaut, parce que vous êtes aussi originaire d'ici. Alors dites-nous quel est le sujet de votre recherche. Oui, tout à fait, je suis originaire d'ici et le sujet de la recherche, c'est les internés français durant la Première Guerre mondiale. En fait, il s'agit de prisonniers de guerre français qui étaient prisonniers des prisons allemandes pendant la Première Guerre mondiale, qui ont été internés en Suisse. Et mon grand-père, qui est d'ici de Faenhaut, avait 12 ans lorsqu'ils sont arrivés en 1916. Il était très impressionné, il m'en a beaucoup parlé. Et puis un jour, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre la maison familiale à Gietro, donc le village d'à côté de Faenhaut, qui fait partie de la commune de Faenhaut. Et j'ai trouvé des photos justement de ces prisonniers. Et puis voilà, j'ai commencé à faire un peu des recherches. Et petit à petit, voilà, il y a une expo qui est née, quoi. Par rapport à cette exposition, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps de préparation? Parce qu'au final, c'est vous qui avez fait toute cette recherche et entrepris aussi tout ce chemin didactique. Oui, alors c'est un long temps de préparation, c'est une quinzaine d'années. Bon, ça a mûri, bien sûr, j'ai pas fait que ça durant 15 ans, hein, donc c'est un peu une passion voilà, que je fais de temps en temps. Voilà, et durant ces 15 ans, j'ai pu récolter énormément d'informations, parce qu'il y a peu d'informations sur ces prisonniers. Et j'ai notamment retrouvé beaucoup de correspondances qu'ont eu ces prisonniers avec leurs familles, parce qu'il faut savoir que la poste était gratuite, donc ils étaient ici en Suisse et ils pouvaient correspondre avec leurs familles. Et on a retrouvé petit à petit des lettres, soit qu'ils ont reçues, soit qu'ils ont envoyées eux-mêmes à leur famille. Combien de Français, du coup, sont venus à Faenhaut ? Alors à Faenhaut, il n'y avait que des Français, il y en a eu environ 450. Il y a eu un premier arrivage le 22 mai 1916, où il y a 300 Français qui sont arrivés. Il faut savoir qu'il y avait des prisonniers, donc la Suisse était un pays neutre, avait fait des accords, ça a pris 2 ans pour faire les accords, pour pouvoir accueillir ces prisonniers, avec les belligérants, donc la France, l'Allemagne bien sûr, et aussi les Belges et les Anglais qui étaient internés en Suisse. Mais la plus grande majorité, disons 70%, c'était des Français. Au départ, avant d'arriver en Suisse, ils étaient plutôt prisonniers en Allemagne. Tout à fait, ils étaient prisonniers en Allemagne. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que lors du déclenchement de la guerre, l'Allemagne était assez prête. L'armée française n'était pas vraiment prête. Ils sont partis un peu la fleur au fusil. Et l'Allemagne a fait une avancée fulgurante dans les premiers jours et premiers mois de la guerre. Et ils ont fait énormément de prisonniers. Et aussi bien les Allemands que les Français ont été surpris. Et les Allemands avaient tous ces prisonniers, ils ne savaient pas qu'en faire. Ils ont construit à la hâte des baraquements. Et ils étaient assez maltraités, je dois dire, quoi, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture, il y avait une grande crise économique, donc la nourriture allait d'abord aux Allemands. Ils n'avaient pas de soins médicaux aussi. Alors, dans un premier temps, c'était les prisonniers blessés et malades qui étaient rapatriés en Suisse. C'était quoi leur quotidien alors ici ? Alors ici, c'était ce qu'ils appelaient les prisons dorées, hein. Donc, ils étaient donc pour venir ici, il fallait les régions étaient choisies en fonction. Il fallait qu'il y ait une ligne de chemin de fer et suffisamment d'hôtels pour accueillir un certain nombre de prisonniers. Donc, c'était les régions touristiques et ils étaient logés dans les hôtels comme des touristes, quoi. Parce que le tourisme avait complètement périclité. Il n'y avait plus du tout de touristes qui voyageaient pendant la guerre. Et puis, ils étaient nourris, logés. Dans les hôtels, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Donc on voit beaucoup de lettres qu'ils ont envoyées à leur famille où ils disent, ils parlent vraiment de prison dorée. Et certains disent, ouais, chouette, je suis ici jusqu'à la fin de la guerre, c'est fantastique, je suis sorti des prisons allemandes. Et puis ce qui était sûr aussi pour eux, c'est qu'ils ne retourneraient pas au front. Parce que la Suisse, en tant que pays neutre, ne pouvait pas soigner les gens et les renvoyer dans leur pays ou les renvoyer en Allemagne. Ça, c'était une des conditions sine qua non. D'ailleurs, il y avait un pacte qui avait été passé avec les pays, c'est-à-dire que si un Français s'évadait, la France s'engageait à le renvoyer en Suisse. La même chose pour les Allemands. Et d'ailleurs, à Faenhaut, il y en a un qui s'est échappé et qui a été retrouvé à Saint-Julien-en-Genevois et ils l'ont renvoyé à Faenhaut. Donc au final, même une découverte aussi pour certaines personnes du milieu de la montagne. Tout à fait, oui. Il y avait beaucoup de gens qui ont découvert la montagne. Certains ont apprécié, d'autres un peu moins. Mais ils faisaient beaucoup d'excursions. On a des photos où ils partent au col de la Gueula, faire des grandes balades ici dans la région et tout ça. Et ils profitent de reconnaître la montagne. Il y en a qui écrivent « J'ai vu la neige, j'ai même pu la toucher ». Donc c'est vraiment une découverte pour beaucoup d'entre eux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'armée, à l'époque, en 1914, on ne voyageait pas beaucoup, hein, donc il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Il y avait tout le monde, il y avait des paysans de Bretagne qui étaient ici, qui n'avaient jamais même pris le train avant de partir à la guerre. Donc ces gens, pour eux, c'était une grande découverte, la montagne.
Votre recherche est spécifique forcément à ce lieu, de par ce que votre grand-père déjà vous a raconté, et puis vos recherches. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à faire voyager un peu cette exposition, parce que finalement c'est assez intéressant aussi sur le placement de la Suisse par rapport à l'Allemagne et la France. Ça dit beaucoup de choses aussi de la neutralité de la Suisse. Tout à fait, oui. Oui, on a pensé à la faire voyager, on n'a pas encore entrepris les démarches, mais oui, il y a un musée en France d'ailleurs sur la Grande Guerre qui serait intéressé d'avoir cette exposition. Mais on n'a pas encore entrepris les démarches, et c'est vrai que pour la Suisse, à l'époque, c'était aussi un moyen de se placer diplomatiquement, si on veut, en Europe, quoi, oui. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on accueille les Ukrainiens. Et par exemple, il y a une chose qui s'est déroulée il y a quelques mois en arrière, c'est que l'Ukraine a demandé à la Suisse de soigner leurs soldats blessés et de les renvoyer en Ukraine. Et la Suisse a refusé parce que, vu son statut de neutralité, elle ne peut pas soigner les blessés d'un camp et les renvoyer sur le champ de bataille, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui a été mal compris, mais qui était déjà en vigueur l'autre fois, à l'époque. Parce qu'il est assez intéressant, c'est que souvent la Suisse a une réputation de neutralité qui ne prend pas part, mais à la fois ce positionnement montre qu'il y a quand même aussi une certaine morale dans cette neutralité. Voilà, oui, tout à fait, il y a une certaine morale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse ne participait pas à la guerre, là je reviens en 14-18, mais voulait y participer à sa manière, quoi. Et c'est une manière, si on veut, de participer. Et la population, c'est vrai qu'il y a eu un grand élan de solidarité de la part de la population. Quand les premiers trains sont arrivés en Suisse, déjà à la frontière allemande, toute la population était là et acclamait les gens sur le quai de la gare, leur offrait des cadeaux, à tel point que le deuxième convoi, ils ont dû rajouter un fourgon de bagages pour les cadeaux que recevaient les prisonniers, quoi. Donc, c'est vous dire, et dans toutes les gares où ils passaient, les gens allaient accueillir, acclamer ces prisonniers et leur offrir des fleurs, du chocolat, des bonbons et toutes sortes de choses, quoi. Vous êtes historien aussi, archéologue. Est-ce que vous êtes aussi enseignant ? J'enseigne un peu à l'Université de Genève, oui. Parce que je me demandais par rapport justement à cette neutralité suisse, par rapport à la guerre, comment en Suisse on enseigne à l'école les guerres mondiales ? Ah, les guerres mondiales, oui, c'est une bonne question. Comment on la raconte ? Je suis pas dans l'enseignement primaire ou secondaire, donc c'est une bonne question. Quand vous étiez enfant ? Quand j'étais enfant, on passait assez rapidement dessus. Hein. C'est vrai que la neutralité, elle n'est pas très bien enseignée. On passe beaucoup de temps sur d'autres périodes que les guerres mondiales, quoi. Et c'est peut-être un peu le problème avec les enseignants qui sont peut-être pas assez bien formés à ce niveau-là, quoi. Par exemple, j'ai eu l'autre jour une réunion à Genève, et il y avait une personne qui m'a dit, mais j'ai fait l'histoire à l'université, on a passé une année sur la Première Guerre mondiale et jamais on a touché ce sujet des prisonniers de guerre. Oui, mais à la fois même ne pas parler juste des Premières et Secondes Guerres mondiales, ce qui est quand même une grande histoire des accords européens et même mondiaux dans les histoires même actuelles, des liens entre les pays, c'est assez étonnant. Oui, ça c'est étonnant, mais c'est quelque chose qui est aussi un peu délicat, et je pense que certains enseignants évitent peut-être d'en parler parce qu'ils ne connaissent pas assez le sujet. C'est vrai que c'est un sujet quand même très méconnu, ces prisonniers de guerre, ces internés de guerre. Et on parlait de prisons dorées, mais du coup, il y avait quand même des gens qui surveillaient ces prisonniers ici. Est-ce que vous êtes arrivé à retracer qui étaient ces gens et à quel degré ils étaient surveillés, vu qu'on parle de prisons dorées ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ils étaient surveillés par l'armée suisse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée suisse était aussi aux frontières. Donc, il y avait ce qu'on appelle la mobilisation en Suisse. Donc l'armée surveillait les frontières, il y avait toujours la crainte que l'Allemagne envahisse la Suisse, donc les soldats étaient aux frontières. Alors il y avait des soldats qui surveillaient, mais en fait ils avaient confié ça aux internés eux-mêmes, aux gradés français, pour ce qui était à Fin-Haut par exemple, il y avait un responsable qui devait faire l'appel tous les jours, voir si tout le monde était là. Et il y avait un gradé suisse qui était responsable pour toute la vallée, si on veut, quoi. Mais ils avaient réussi à confier ça aux Français, qui, eux, de toute façon, ils avaient tout intérêt à ne pas s'enfuir et à rester là, quoi. D'accord, du coup, pendant les grandes promenades que vous évoquiez, des internés, ils étaient accompagnés par des gens de l'armée suisse ou des internés Non, ils n'étaient pas forcément internés, ils devaient obtenir l'autorisation et dire où ils allaient auprès de leur commandant responsable. D'accord. C'est assez intéressant parce que c'est aussi un bon exemple aussi de l'autogestion finalement, enfin de savoir que tu as un cadre où tu ne peux pas le dépasser, mais que finalement ils ont aussi réussi à tirer parti de ça. Tout à fait, oui.
Et disons, c'était un peu forcé. Disons, ils ont d'une part, la Suisse pouvait pas, enfin l'armée suisse ne pouvait pas surveiller à la fois les frontières et tous les prisonniers. Il y en avait plus de 70 000 en Suisse, donc c'était énorme. Et il y avait une sorte d'autogestion où ils ont confié. C'était des prisonniers sans être vraiment prisonniers. Ils avaient la liberté d'aller et de venir comme ils voulaient. D'ailleurs, sur les lettres, on voit, ils disent ici, il n'y a pas besoin de sortir par la fenêtre pour sortir. On sort par la grande porte, quoi, et on revient quand on veut. Et il y avait une confiance qui s'était instaurée, et ils avaient fait promettre aux gradés, justement, de ne pas s'évader, et ils avaient prêté serment de ne pas s'évader. Et sur ces correspondances auxquelles vous avez eu accès, est-ce que vous êtes tombé sur des anecdotes, je ne sais pas, sur des rencontres peut-être de prisonniers avec de la population locale, des choses comme ça, des gens qui sont restés par la suite dans le Valais Oui, il y a un certain nombre. C'est-à-dire qu'ils sont restés pour la plupart jusqu'à la fin. Enfin, ils sont tous restés jusqu'à la fin de la guerre. Ceux qui pouvaient rentrer, c'était ceux qui étaient vraiment des cas malades trop graves et qui étaient perdus, en fait. Donc, ils rentraient en gros pour mourir dans leur famille, quoi. Autrement, les autres sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Certains sont restés 2 ans et demi ici. Donc, ils ont eu le temps de tisser des liens avec les familles d'ici. Et j'ai retrouvé pas mal de lettres, même après la guerre, de gens qui sont revenus, qui sont venus ici et qui ont gardé des contacts. Il y a, par exemple, alors c'est pas ici à Fain-Haut même, mais à Champéry, il y a une famille de Champéry qui a encore gardé le faire-part de mariage, l'invitation d'un ancien interné qui les a invités 2-3 ans plus tard en France à leur mariage. Vous avez eu comment accès à ces lettres ? Ah ça justement c'est ça qui a pris beaucoup de temps en fait, c'est de rencontrer les gens, trouver des gens qui ont un lien de près qui ou ont de des loin. liens de près ou de loin, quoi. Oui, à Champéry, je savais qu'ils étaient à Champéry, je suis allé à Champéry. Il y a une association qui s'appelle le Patrimoine Champérolin. Et au travers d'eux, j'ai su qu'il y avait une dame qui avait voulu faire quelque chose une fois et tout ça. Et puis on m'a donné le contact de cette dame qui habite à Genève maintenant. Je l'ai contactée et elle était toute contente parce qu'elle aurait voulu faire quelque chose, une publication, quelque chose. Elle n'a jamais pu le faire. Et elle m'a vraiment ouvert ses cartons d'archives et il y avait vraiment une grande richesse, quoi. Et vous avez travaillé ensemble ? Oui, enfin, elle m'a plutôt donné et m'a raconté pas mal d'anecdotes. C'était sa grand-mère qui était responsable à Champéry du foyer des internés, parce qu'il y avait dans chaque région un foyer où les internés pouvaient venir prendre des boissons, s'amuser, lire les journaux de leur pays et tout ça. Et elle m'a vraiment ouvert ses cartons, elle m'a tout donné et elle m'a raconté énormément de choses. Nous parlions juste ici de l'exposition qui a ouverte cet été sur les internés de guerre qui ont vécu à Fain-Haut. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être pour les auditeurs et auditrices comment y venir, jusqu'à quand c'est ouvert ? L'exposition se tient à la Galerie Victoria, c'est au centre du village de Fain-Haut. D'ailleurs, il faut aussi rajouter qu'on a fait un petit parcours didactique qui part de la gare, qui traverse le village jusqu'au Léamont et au centre où il y a la statue du dinosaure, il y a l'exposition. Donc vous pouvez faire le parcours didactique qui replace les photos dans les lieux où ont vécu les prisonniers de guerre, justement. Et cette exposition, elle est ouverte tous les jours jusqu'au 20 août. Puis elle est ouverte jusqu'au 29 octobre, les week-ends uniquement, ou sur demande pour les écoles. On espère que des écoles vont venir, parce que c'est ce qu'on disait, c'est qu'au final, c'est une histoire méconnue. Tout à fait, c'est très méconnu, oui, en effet. Peu de gens connaissent, que ce soit aussi bien les historiens que la population. C'est quelque chose qui s'est un peu oublié. Moi, heureusement, mon grand-père m'en avait parlé. Il a vécu cette période, autrement, je crois pas que je connaîtrais forcément ce sujet, quoi. Vous avez dit 15 ans de recherche avec des personnes qui vous ont aussi permis d'accéder plus rapidement à des lettres, à des anecdotes. Tout à fait, oui. C'est 15 ans de recherche et de rencontres aussi avec des personnes qui ont... Alors, malheureusement, il n'y a plus personne qui a vécu cette période, mais il y a des descendants de ces personnes qui ont gardé des souvenirs. Et notamment, les prisonniers, lorsqu'ils sont venus en Suisse, ils étaient jeunes. Certains n'étaient pas mariés et se sont mariés en Suisse avec des Suissesses. Alors, la plupart du temps, ce sont plutôt les femmes qui sont reparties. Je n'en connais pas qui sont restées en Suisse. Mais il y a, par exemple, pour une petite anecdote, il y a une femme de Champéry qui est tombée enceinte, qui est partie, son cher et tendre prisonnier est reparti en France. Malheureusement, c'était pour mourir. Elle est arrivée là-bas, il est décédé.
Elle ne savait pas que faire. Elle est allée se réfugier à l'hôtel, à l'auberge du coin. Et quelques temps après, elle a épousé le fils du gérant de cet hôtel. Et elle vit toujours là-bas. Et ses descendants ont toujours cet hôtel. Et on le disait, du coup, une exposition estivale, mais qui va se prolonger à la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour cette exposition, notamment, pourquoi pas la déplacer à Champéry? On l'a dit, c'est une histoire très méconnue. Peut-être qu'elle peut aussi également se déplacer. Oui, tout à fait. C'est une exposition qu'on peut tout à fait rendre itinérante. Il y a Châteaudet qui serait intéressé aussi. Châteaudet a aussi obtenu un certain nombre de réfugiés. Champéry, pourquoi pas? Il y a des tas d'autres lieux en Suisse comme Zermatt et autres comme ça, mais on n'a pas encore prospecté. Il y a Châteaudet qui est intéressé, voilà, c'est eux qui nous ont contactés, mais on verra plus tard. Et est-ce qu'on sait en tout combien d'internés à peu près sont allés en Suisse durant cette période? Oui, en tout, il y a eu plus de 70 000 internés, que ce soit belges, français, allemands ou encore britanniques qui sont venus en Suisse. Est-ce que leur famille pouvait venir les visiter ou est-ce qu'ils devaient travailler aussi? Tout à fait. Alors les familles pouvaient leur rendre visite. Alors justement, le but, c'était de leur rendre le moral, en fait, parce que ça faisait des années qu'ils étaient enfermés dans des prisons allemandes, qui étaient soit sur le front, puis ensuite dans des prisons. Et le but premier, c'était de leur leur redonner le moral. Donc, la première chose qui a été faite, c'était de rendre la poste gratuite. Donc, ils pouvaient communiquer gratuitement, envoyer tout ce qu'ils voulaient comme lettres, comme colis jusqu'à 5 kilos, dans les deux sens, que ce soit de la France vers la Suisse ou de la Suisse vers la France. Et il y a eu énormément de colis qui ont été envoyés de part et d'autre pour qu'ils retrouvent contact avec leur famille. Et puis ensuite, les familles pouvaient leur rendre visite librement ici en Suisse. La SNCF faisait payer moitié prix le billet de train si vous prouviez. Donc il suffit d'avoir une carte postale qui venait de Suisse pour dire voilà, j'ai trouvé mon fils ou mon neveu ou peu importe. Et ensuite, il y a des gens qui n'avaient pas les moyens, donc il y a eu des élans de solidarité en Suisse où il y a eu des récoltes de fonds et une association qui s'est créée pour payer le voyage aux ce qu'ils appelaient indigents, donc ceux qui ne pouvaient pas se permettre. Et finalement, énormément de familles ont pu venir trouver leurs internés. C'est aussi intéressant de voir dans cette période la solidarité. Enfin, finalement, les Suisses ne vivaient pas vraiment la guerre, mais de par leur soutien, etc., avaient quand même un lien très proche de la guerre. Tout à fait, oui. Enfin, la Suisse, on voyait les Suisses voyaient, je pense, la souffrance des pays belligérants et tout, et la Suisse était un peu un havre de paix épargné, et puis voulait participer d'une manière ou d'une autre, donc c'était le moyen pour les Suisses de participer. Et c'est vrai que la plupart de ces opérations venaient aussi de la part de la population. Il y a la Croix-Rouge en Suisse aussi, bien sûr, mais c'est vraiment la population participait vraiment très volontiers, et aussi bien les hôteliers que les autres, que toute la population. Une fois que les prisonniers sont repartis, qu'est-ce qui est resté justement en Suisse de cette période? Je ne sais pas si vous êtes intéressé à cette partie-là, mais de ces associations, de toute cette solidarité. Ces associations, elles se sont un peu dissoutes par le temps, mais il y a beaucoup de liens qui sont restés personnels, disons, entre des Suisses et des internés. Il y a eu beaucoup de liens qui se sont tissés. Et en France, il y avait une association en 1953, ils ont encore fait un bal populaire de l'association des prisonniers de guerre internés en Suisse. Donc en France, il y a eu une association, mais malheureusement, là, j'ai rien trouvé sur ce qui était organisé au travers de cette association. Par rapport au travail, est-ce qu'ils étaient forcés de travailler, ces prisonniers? Ces prisonniers, ils étaient d'abord malades et blessés, donc ils étaient venus en Suisse pour être soignés. La plupart du temps, c'était des choses bénignes, disons comme la tuberculose ou ces choses-là, qui pouvaient être soignées assez facilement s'ils étaient soignés, Mais en Allemagne, dans les camps, ils mouraient la plupart du temps parce qu'ils n'avaient aucun soin. Et puis, en quelques mois, ils étaient rétablis. Et ensuite, disons, le gouvernement français et la Suisse avaient peur de l'oisiveté. Ils avaient peur que ces gens, c'est un nom, l'oisiveté, qui revient beaucoup dans les documents que j'ai trouvés. C'est-à-dire qu'il fallait les occuper. Alors au début, ils s'occupaient au champ, à aider les personnes au champ, parce que les soldats suisses étaient partis à la mobilisation autour des frontières. Et ensuite, il y avait une crise économique dans toute l'Europe, donc il ne fallait pas non plus qu'ils prennent la place des Suisses.
Ce qui a été fait, c'était de faire des ateliers pour qu'ils fassent des choses qui soient vendues en France. Donc au début, on a fait, comme par exemple ici dans la vallée, à Salvan, il y avait un atelier de jouets. Ils fabriquaient des jouets qui étaient ensuite envoyés en France et vendus en France. Et puis après, il y a eu un général qui a eu une idée de créer des ateliers nationaux pour reconstruire la France. Et ils se sont mis à fabriquer, à Champéry notamment, mais aussi à Engelberg et dans d'autres endroits, des maisons qui étaient envoyées en France, des maisons préfabriquées. Ils fabriquaient des maisons qu'ils démontaient et qu'ils envoyaient en France par train pour reconstruire les zones qui avaient été dévastées par la guerre. Et par exemple, rien que l'atelier de Champéry, ils en construisaient 25 par mois. Mais ils étaient plus de 80 à travailler là. Parmi ces 80 personnes, il fallait abattre le bois, la scierie, construire. Il y avait un atelier de fenêtres, un atelier de peinture. Et les maisons arrivaient en France. Vraiment, il suffit juste en gros, de mettre 4 vis et puis poser la toiture. Et puis voilà, quoi, c'était fait. Comment vous avez eu accès à cette partie-là ? Vous avez accès à des plans ou c'est plutôt via des lettres Alors, ça, j'ai trouvé il y avait parce qu'il y avait les Français se sont organisés. Il y avait la presse aussi. Ils avaient un journal des internés français. Et dans ce journal, il y avait un article qui expliquait ça, en fait. Voilà, c'est le seul endroit où j'ai trouvé quelque chose. Et puis, il y a eu un rapport aussi fait par l'armée suisse, où justement, sur ce rapport, il disait qu'il y a un certain nombre de maisons qui ont été envoyées en France. Mais bon, en lisant juste ça, c'était difficile de comprendre de quoi il s'agissait. Et puis, j'ai pu trouver, avec des photos, cet article dans ce journal. Journal qui n'est pas facile à trouver, d'ailleurs, qui a presque disparu, mais il y en a quelques exemplaires aux archives à Paris et à Lausanne. Merci d'être venu à notre micro. Merci à vous de l'invitation. On rappelle l'exposition visible jusqu'au 20 août et jusqu'au 29 octobre, ce sera tous les week-ends. Et pour les écoles aussi, si des professeurs préparent déjà la rentrée, venez voir cette exposition sur un sujet peu connu.